Nous avons assisté à un changement clair dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Je n'irai pas jusqu'à parler de crise dans les relations américano-israéliennes, même si des signaux d'alarme retentissent en Israël, et ce pour de bonnes raisons. Oui, ces États aimeraient ardemment voir un changement de régime en Iran. Ils aimeraient voir les Houthis évincés du pouvoir au Yémen. Les États du Golfe promouvaient désormais la diplomatie américano-iranienne parce qu'ils comprenaient que si celle-ci échouait et qu'un conflit militaire direct éclatait entre les États-Unis et l'Iran, ils se retrouveraient en première ligne. La société israélienne est devenue une société génocidaire. Israël est un régime client et proxy des États-Unis et fera exactement ce qu'on lui dit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez notre émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de regarder l'émission. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir Mouin Rabbani. Mouin est analyste du Moyen-Orient, spécialisé dans le conflit israélo-arabe et les affaires palestiniennes. Mouin, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup. C'est très agréable d'être à nouveau avec vous. Nous avons également atteint 100 000 abonnés aujourd'hui, juste pour informer nos téléspectateurs. Félicitations. Merci. Si nous pouvions commencer, il y a tant de choses à discuter, mais si nous pouvions commencer par votre point de vue sur le chariot Gideon, la reprise de l'invasion terrestre de Gaza par les forces israéliennes le 17 mai. Selon vous, qu'est-ce qui a conduit à cette nouvelle invasion de Gaza? Eh bien, plusieurs problèmes. Tout d'abord, si l'on considère cela en termes militaires conventionnels, Israël combat depuis 1 an et demi une milice essentiellement de second ordre, mal équipée, le Hamas et d'autres groupes comme le Djihad islamique, etc., et n'a pas réussi à leur porter un coup décisif et fatal. Israël espère donc qu'avec une dernière offensive, il pourra réussir là où il a constamment échoué depuis octobre 2023. Mais je pense que ce que nous observons réellement, c'est un agenda beaucoup plus large, qui a moins à voir avec le Hamas ou des objectifs militaires conventionnels, et qui relève en réalité d'une tentative de déplacement forcé de tous ou de la plupart des habitants palestiniens de la bande de Gaza hors de leur patrie. Et donc ce que nous avons constaté, c'est qu'à partir du 2 mars, 2 semaines avant qu'Israël ne reprenne son offensive militaire, un siège sans précédent a été imposé à la bande de Gaza, au cours duquel pas une goutte d'eau, pas une goutte de carburant, pas une miche de pain, pas un seul comprimé d'aspirine, ni aucun autre médicament n'a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza. Israël décrit pratiquement sa campagne actuelle comme la solution finale. Vous avez par exemple l'un des plus hauts dirigeants israéliens, son ministre des Finances, Smotrich, qui déclare ouvertement que l'objectif d'Israël est de raser entièrement la bande de Gaza afin qu'aucune structure ne subsiste sur l'ensemble du territoire, de concentrer toute la population dans des poches du sud de la bande de Gaza, puis essentiellement de les forcer à quitter leur terre natale. Les Israéliens discutent de cela très ouvertement, et leur violence génocidaire a atteint des niveaux véritablement sans précédent au cours des 2 derniers mois.
Nous avons eu par exemple l'exécution sommaire de 15 soignants clairement identifiables comme tels, qui ont été exécutés parce qu'ils étaient soignants, puis enterrés dans une fosse commune avec leurs ambulances écrasées. Nous assistons à des bombardements quotidiens, véritablement maniaques, qui anéantissent des familles entières, et ainsi de suite. Je pense que nous assistons réellement à la phase finale de ce qui est clairement devenu une guerre d'anéantissement dans la bande de Gaza. Bien sûr, cela s'accompagne de campagnes intensifiées contre les Palestiniens en Cisjordanie, de poursuites des attaques au Liban, d'expansion territoriale en Syrie, et désormais de menaces croissantes d'une attaque israélienne contre l'Iran, pour empêcher les États-Unis et l'Iran de parvenir à un nouvel accord diplomatique. Il semble y avoir une certaine confusion, ou disons un manque de clarté, quant à la position des États-Unis sur ce conflit à l'heure actuelle. Les médias israéliens parlent beaucoup d'un fossé grandissant entre le président Trump et Netanyahou. Les 4 ou 5 points souvent évoqués sont l'accord direct au Yémen, c'est-à-dire le retrait des États-Unis du Yémen, le fiasco précédent avec Mike Flynn, qui a été renvoyé de la NSA, parce qu'il aurait été complice d'un plan secret pour lancer une guerre contre l'Iran. Et puis il y a le voyage de Trump au Moyen-Orient, qui a contourné Israël. Et enfin, le voyage de J.D. Vance, qui devait probablement être prévu, a été annulé vers Israël. Oui, vers Israël. Voilà pour un aspect de la question. Mais de l'autre côté, il y a aussi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, James Hewitt, et d'autres, qui affirment que les États-Unis sont le meilleur allié qu'Israël puisse avoir, et que le président Trump le soutient fermement. Que pensez-vous de la position du président Trump, en particulier de sa position personnelle à ce moment précis de l'histoire dans ce conflit? Eh bien, je pense qu'il est difficile de porter des jugements définitifs sur le président Trump à propos de quoi que ce soit, y compris sur cette question, car c'est un dirigeant très imprévisible. Il est impulsif, enclin à se contredire constamment, et ainsi de suite. Je pense donc que nous devrions moins nous concentrer sur ce qu'il dit et davantage sur ce que font les États-Unis. Et là, je pense que nous avons effectivement observé un changement clair dans la politique américaine au Moyen-Orient. Je ne parlerai pas de crise dans les relations entre les États-Unis et Israël, même si des signaux d'alarme retentissent en Israël pour de bonnes raisons. Mais il s'agit plutôt d'un changement. Il est peut-être utile de comparer la situation actuelle, au début du second mandat de Trump, à celle du début du premier mandat en 2017. En 2017, les États-Unis, Israël et les États arabes conservateurs étaient tous très étroitement alignés quant à leurs objectifs au Moyen-Orient. Il s'agissait d'amener Washington à répudier l'accord nucléaire iranien. Il s'agissait d'affaiblir l'Iran et de chercher à l'isoler davantage dans la région. Il s'agissait d'affaiblir l'accord de coalition connu sous le nom d'Axe de la résistance. Il y avait également un effort pour normaliser les relations entre Israël et les États arabes. Non pas comme résultat d'une résolution de la question palestinienne sous la forme d'une fin de l'occupation et d'un État palestinien indépendant, mais plutôt comme un mécanisme visant à affaiblir, marginaliser et isoler davantage les Palestiniens. Telle était la situation en 2017. Et bien sûr, nous avons vu un certain nombre d'initiatives à cette époque. Les États-Unis ont effectivement répudié l'accord nucléaire iranien. Il a assassiné un général iranien clé, Qassem Soleimani. Il a négocié des accords de normalisation entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan d'une part, et Israël de l'autre. Sous la direction de l'un de ses principaux et plus ignobles faucons, Jason Greenblatt, il a lancé une campagne concertée visant à tenter d'annuler l'Agence des Nations Unies
pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Une autre personne responsable de cela était, bien sûr, l'aussi ignoble David Friedman, qui était à l'époque l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Un véritable extrémiste qui qualifie d'autres juifs américains en désaccord avec lui de capos, les comparant en somme à des gardiens de camps de concentration nazis. Franchement, c'est complètement délirant. C'était en 2017. Ensuite, si l'on regarde ce qui s'est passé pendant la première administration Trump, même si l'Iran n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité, il est largement admis qu'il s'agissait d'une attaque iranienne. L'Iran a lancé une attaque sophistiquée de drones et de missiles contre les principales installations pétrolières d'Aramco dans l'est de l'Arabie saoudite. Et les États-Unis n'ont pas réagi, n'ont pris aucune mesure concrète pour défendre l'Arabie saoudite en réponse à ces attaques. Les Houthis au Yémen ont lancé un nombre croissant d'attaques de drones et de missiles de plus en plus sophistiqués contre le territoire saoudien puis émirati, ainsi qu'un certain nombre d'autres développements qui ont conduit en particulier les États du Golfe à commencer à reconsidérer leur position. Ainsi, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait du Yémen et l'Arabie saoudite a également conclu une cessation prolongée des hostilités avec les Houthis. Et puis, pendant les années Biden, sans se coordonner avec Biden, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont commencé à normaliser leurs relations avec l'Iran. Et dans le cas de l'Arabie saoudite, il s'agissait d'un accord de normalisation qui a été négocié non pas par les États-Unis ou le Royaume-Uni, mais par la Chine. Ainsi, lorsque la seconde administration Trump est entrée en fonction au début de cette année, cet alignement n'existait plus. Les États arabes, en particulier ceux du Golfe, encourageaient désormais la diplomatie entre les États-Unis et l'Iran, car ils comprenaient que si celle-ci échouait et qu'un conflit militaire direct éclatait entre les États-Unis et l'Iran, ils se retrouveraient en première ligne, et que les États-Unis avec Israël seraient soit incapables, soit peu disposés à les défendre. Ils subissaient désormais la pression de l'opinion publique et des événements, n'étaient plus prêts à simplement abandonner les Palestiniens et à normaliser leurs relations avec Israël, mais exigeaient un prix pour cette normalisation, du moins dans le cas de l'Arabie saoudite. Et ils ont commencé à considérer Israël non seulement comme un partenaire de sécurité fiable et précieux, mais aussi comme un incendiaire régional, déterminé à mettre tout le Moyen-Orient à feu et à sang, sans aucun égard pour les conséquences que cela pourrait avoir sur ses alliés de facto dans le Golfe. Puis est arrivée l'administration Trump. Comme vous le savez, il existe différentes factions au sein de la coalition qui compose l'administration Trump. D'un côté, il y a les néoconservateurs, les faucons, les évangéliques chrétiens, etc., qui ont des opinions très bellicistes sur tout ce qui concerne le Moyen-Orient. Et de leur point de vue, l'Armageddon ne saurait arriver trop tôt. Mais ensuite, avec les démocrates ayant endossé le rôle de parti de la guerre, il y a aussi les non-interventionnistes, les isolationnistes, ceux qui pensent que les priorités géostratégiques des États-Unis se situent en Asie de l'Est plutôt qu'au Moyen-Orient. Et je pense que cet incident auquel vous faites référence, où l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Michael Waltz, a été surpris en train de comploter avec Israël dans le dos de Trump pour promouvoir une guerre américaine contre l'Iran au profit d'Israël, a laissé un goût particulièrement amer à la Maison-Blanche. Maintenant, si l'on regarde l'administration Trump, prenons le cas de l'Arabie saoudite, qui à mon avis est une question clé. Jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir, que ce soit lors de la première administration Trump ou sous la présidence de Biden,
Toute amélioration des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qu'il s'agisse d'une garantie de sécurité américaine à l'Arabie saoudite, de la vente d'armes avancées à l'Arabie saoudite, de la mise en place d'un programme nucléaire civil en Arabie saoudite, ou de restrictions sur les relations sécuritaires et technologiques saoudiennes, avec par exemple la Chine, tout cela était conditionné à une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Les Saoudiens se sont vus dire très clairement, à moins que vous ne normalisiez vos relations avec Israël, vous n'obtiendrez rien des États-Unis au-delà de ce que Washington vous a déjà accordé. Trump est arrivé au pouvoir. Ses priorités, telles que je les comprends, du moins au Moyen-Orient, étaient d'obtenir d'importants investissements du Golfe dans l'économie américaine afin de renforcer l'économie des États-Unis et par conséquent la position mondiale de l'économie américaine. Avec cette priorité, le message adressé aux Israéliens était essentiellement « Soit vous vous ralliez et adoptez les politiques exigées par l'Arabie saoudite pour permettre à l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec vous, soit, si vous ne le faites pas, vous serez livrés à vous-même et nous n'allons pas vous attendre, car nous avons des priorités en matière de vente d'armes aux Saoudiens et de génération d'investissements saoudiens. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Israël a été mis à l'écart et la même chose s'est produite au Yémen. Les États-Unis ont constaté qu'ils payaient un prix de plus en plus élevé pour la poursuite de leur campagne militaire contre Ansarullah, les Houthis au Yémen, et n'étaient pas prêts à continuer ainsi. Ils ont essentiellement conclu un accord bilatéral de cessez-le-feu avec les Houthis, qui leur permet de continuer à attaquer Israël sans conséquence en termes de riposte américaine. En Syrie, nous avons eu la même situation. Israël et son lobby plaidaient constamment pour que les États-Unis maintiennent et prolongent leurs sanctions contre la Syrie, qui avaient été imposées sous prétexte de punir un régime qui n'existe plus. Et Trump a vu là une opportunité de se rapprocher des Saoudiens, des Qataris et de la Turquie d'une part, et peut-être d'obtenir d'importants investissements et des opportunités économiques pour les États-Unis, et a annoncé que les États-Unis lèveraient ces sanctions. Enfin, concernant Israël et le Hamas, la priorité des États-Unis était d'obtenir la libération d'un soldat israélien détenu dans la bande de Gaza, qui possède également la citoyenneté américaine. Comme Israël n'était pas prêt à s'engager sérieusement dans des négociations pour un nouvel accord de cessez-le-feu, les États-Unis ont contourné Israël et traité directement avec le Hamas pour atteindre cet objectif. Alors, s'agit-il d'une crise dans les relations américano-israéliennes? C'est certainement l'impression que l'on a si l'on se trouve en Israël. Mais du point de vue américain, il ne s'agit pas tant d'une crise dans ses relations avec Israël que d'un abandon par les États-Unis de cette approche conventionnelle et traditionnelle du Moyen-Orient, où toute action américaine dans la région devait être coordonnée avec Israël. En tenant compte des priorités et de l'agenda israélien et en les intégrant à la propre stratégie américaine. Les États-Unis agissent désormais essentiellement de manière bilatérale avec les pays concernés, indépendamment d'Israël. Si Israël souhaite se joindre à eux, il est le bienvenu. Sinon, il ne pourra rien empêcher. L'autre aspect de cette question concerne bien sûr les Palestiniens. Vous savez, la lutte contre le génocide n'est pas une politique des États-Unis, ni même une priorité américaine. Mettre fin à l'occupation n'est pas un enjeu significatif pour les États-Unis. Il n'y a pas d'intérêt économique majeur pour les États-Unis, certainement pas dans la bande de Gaza, ni en Cisjordanie. La politique américaine envers les Palestiniens ne changera que si le calcul coût-bénéfice dans la région évolue. En d'autres termes, si les États-Unis constatent que leurs relations avec d'autres États de la région sont négativement affectées en raison de leur soutien inconditionnel et continu
à la campagne militaire génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien. Nous n'en sommes pas là. Nous n'y sommes pas encore. Nous n'y arriverons peut-être jamais. Et il existe également une réelle possibilité que les États-Unis continuent de donner carte blanche à Israël pour agir à sa guise envers le peuple palestinien, comme une sorte de compensation pour avoir agi sans tenir compte des priorités et des intérêts israéliens, par exemple avec l'Iran, les Houthis, les Saoudiens, etc. Vous savez, nous entendons parler de pression croissante des États-Unis sur Israël, par exemple pour augmenter l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, car Washington ne veut pas donner l'impression d'être principalement responsable d'une famine dans la bande de Gaza, puisqu'il a donné à Israël le feu vert pour empêcher la livraison de la moindre bouteille d'eau ou d'un seul grain de blé dans la bande de Gaza. Mais, vous savez, vu de Washington, la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie, ce ne sont pas des priorités, ni même des questions importantes, comparées à celles dont nous venons de parler. Étant donné ce changement dans l'approche américaine de la région, où l'ancienne approche unique considérait Israël comme l'épicentre de sa politique envers les États du Golfe, ainsi que de sa politique sur l'Iran, etc., comme vous l'avez expliqué, et que l'on passe maintenant à une approche plus bifurquée, je pense avoir deux questions ici. La première est la suivante. En ce qui concerne la Palestine, dans quelle mesure cette bifurcation est-elle significative? Car on peut comprendre que les Émiratis et les Saoudiens seraient absolument essentiels dans tout calcul américain concernant par exemple le Yémen. Et c'est ce que nous avons constaté. En raison de leur réticence, ils ont dû soudainement faire marche arrière. Les bombardements ont commencé. Le ministère des Affaires étrangères soutenait une invasion terrestre menée par les gardiens de la révolution en Yémen pour repousser les Houthis. Cela ne s'est jamais produit, car nous savons que les Saoudiens et les Émiratis ne voulaient pas s'engager dans ce bourbier. Il y a aussi une part de cela en Iran, car ils ne souhaitent pas la déstabilisation de la région. Et de plus en plus, ils considèrent Israël comme une puissance expansionniste, et ils se sentent donc aujourd'hui plus menacés par Israël que par une expansion de l'Iran. Mais ma question est donc la suivante. En ce qui concerne la Palestine, quel levier les États du Golfe Persique ont-ils sur les États-Unis? Eh bien, c'est la même chose que si vous me demandiez quelle influence Washington exerce sur Israël. Ces États disposent d'un levier et d'une influence énorme. La question n'est pas de savoir s'ils ont cette influence. La question est de savoir s'ils choisissent de l'utiliser. Et ce que nous avons constaté de manière constante au cours des 18 derniers mois, c'est qu'ils sont investis dans leurs relations bilatérales avec Washington, et ne sont pas prêts à utiliser l'influence qu'ils pourraient exercer à Washington au nom de disons, questions régionales, en l'occurrence pour mettre fin au génocide en Palestine. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, oui, ces États aimeraient vraiment voir un changement de régime en Iran. Ils aimeraient voir les Houthis chassés du pouvoir au Yémen. Mais ils sont aussi réalistes. Ils ont vu les limites de la puissance militaire américaine et israélienne. Et bien qu'ils aient pu initialement soutenir ces efforts, ils en sont venus à la conclusion qu'ils n'allaient pas réussir, et que s'ils persistaient, ils allaient représenter de véritables menaces pour eux-mêmes. Par exemple, on pourrait imaginer une situation où les cessez-le-feu existants entre les différentes parties au Yémen, et par conséquent entre les Houthis, les Saoudiens et les Émiratis, pourraient s'effondrer, et des missiles recommenceraient à s'abattre sur le territoire saoudien et émirati, ce que ces États souhaitent absolument éviter. Maintenant, il y a un problème. Cela fait 18 mois que nous voyons les gouvernements arabes, individuellement et collectivement, jouer le rôle, assumer le rôle,
de spectateurs inertes pendant qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien et massacre des Palestiniens sur leur propre terre. Cela a quelque peu changé en février de cette année, lorsque Trump a proposé son plan insensé de Gaza Riviera. Car désormais, tout à coup, Trump ne se contentait plus, comme Biden auparavant, de soutenir Israël dans le massacre des Palestiniens dans la bande de Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie. Mais il approuvait une proposition visant à expulser de force toute la population de la bande de Gaza, et par extension celle de la Cisjordanie également, vers le monde arabe. Cela constitue une menace directe pour la sécurité nationale des États arabes. Cela constitue une menace directe pour la stabilité intérieure de ces régimes arabes. Cela constitue une menace directe pour la légitimité résiduelle qu'il reste à ses dirigeants et à ses gouvernements. Et puis tout à coup, on les a vus se lever d'une seule voix et rejeter publiquement, unanimement et de façon très véhémente cette proposition. Ils ont donc un levier considérable. Vous savez, en 1973, par exemple, il y a eu l'embargo sur le pétrole. Ils disposent également d'un levier dans le cadre de leurs relations bilatérales avec Israël, en ce qui concerne les relations diplomatiques et les traités de paix qu'ils ont. Mais pour diverses raisons, ils ont privilégié le maintien de leurs relations bilatérales, d'abord et avant tout avec Washington, et ensuite avec Israël, plutôt que d'exercer une quelconque pression sur Israël ou les États-Unis pour mettre fin à cette campagne militaire génocidaire. Ils achètent également beaucoup aux États-Unis. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils investissent dans le marché obligataire et le marché boursier, mais ils achètent aussi beaucoup chez Boeing. En fait, cela peut aussi être considéré comme une autre facette du keynésianisme militaire qui permet à des industries en difficulté comme Boeing de survivre. Ainsi, il n'y a pas que les subventions à la défense de 3 milliards de dollars par an qui vont à Israël. Mais le Golfe Persique achète aussi beaucoup, ce qui leur donne également un certain levier. Je pense que ma prochaine question pour vous est la suivante. Si vous le pouvez, dites-nous ce que vous pensez de l'indépendance d'Israël dans sa façon d'agir, indépendamment des États-Unis. Et je pense qu'il est extrêmement clair pour moi que cela dépend de l'acte en lui-même. Donc s'il s'agit d'une aventure ou d'une mésaventure en Iran, il est très clair qu'Israël ne peut pas agir seul et qu'il doit donc faire appel aux États-Unis. Mais ma question est la suivante. Que pensez-vous de la question du nettoyage ethnique de Gaza, étant donné qu'au moment où Becerra Baba négociait directement avec le Hamas à Doha, et aussi lorsque Israël a entamé ses négociations avec le Hamas ce samedi, l'invasion terrestre a été lancée. J'ai le sentiment que cela n'a pas été communiqué aux Américains, mais je peux me tromper. Qu'en pensez-vous? Eh bien, dans l'ensemble, Israël dépend entièrement de l'Occident et en particulier des États-Unis pour ses fournitures militaires, son soutien politique, son soutien diplomatique, en fait pour sa propre existence. Son existence même dépend du soutien continu de l'Occident. Mais si l'on considère la question de façon plus étroite en ce qui concerne ce que fait Israël actuellement, il ne manque pas de déclarations de hauts responsables et officiers militaires israéliens expliquant que, sans l'approvisionnement continu en armes, en munitions, en maintenance, etc., de la part de l'Occident, Israël ne pourrait pas se battre plus de quelques mois. Mais plus important encore, lorsque le soutien politique occidental est retiré, Israël ne pourra pas non plus continuer. Si l'on regarde d'un point de vue économique, le partenaire économique et commercial le plus important d'Israël était l'Union européenne, plutôt que les États-Unis. WAND. Et l'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui,
accueille des produits provenant de colonies illégales, donc des produits illégaux issus de colonies illégales établies dans le cadre d'une occupation illégale, et ceux-ci ont un accès libre au marché européen, à condition d'être correctement étiquetés. Ainsi, l'entreprise de colonisation a dès le départ dépendu de ce lien vital avec l'Europe pour sa propre existence. Elle ne serait pas économiquement viable sans le marché européen. Et vous savez, il y a une longue histoire ici. Chaque fois que les États-Unis ont constaté une contradiction directe entre les intérêts américains et israéliens, les États-Unis l'ont invariablement emporté. Nous l'avons vu en 1956, lorsque les États-Unis ont ordonné à Israël de se retirer de la péninsule du Sinaï et de la bande de Gaza, qu'il avait envahi et occupé en collusion avec les Britanniques et les Français. Nous avons vu cela, par exemple, en 1992, lorsque l'administration Reagan a voulu vendre des AWACS à l'Arabie saoudite et que le lobby israélien a tout fait pour tenter d'empêcher cette vente, mais que cela a tout de même été approuvé par le Congrès. Nous l'avons également vu récemment, en 2015, lorsque Israël a tenté d'empêcher la ratification ou d'empêcher les États-Unis d'approuver l'accord nucléaire iranien, au point que Netanyahou s'est même rendu au Congrès pour prononcer un discours afin de saper cet accord. Mais il a échoué. Plus récemment, le mois dernier, nous avons vu Trump conclure des accords avec l'Arabie saoudite, avec les Houthis, avec le Hamas, négocier avec l'Iran, lever les sanctions contre la Syrie, et ainsi de suite, tout cela en contradiction avec les priorités israéliennes. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a un affrontement, Washington l'emporte invariablement, car c'est les États-Unis qui sont une superpuissance et Israël qui n'est qu'un proxy régional. Israël exerce effectivement une influence considérable sur des questions qui, encore une fois, ne revêtent pas une importance stratégique pour Washington, comme la Palestine, l'expansion des colonies ou le génocide dans la bande de Gaza. Sur ces sujets, Israël bénéficie d'une liberté totale, non pas parce qu'il contrôle les États-Unis, mais parce que ce sont des questions sur lesquelles les États-Unis n'ont pas vraiment d'intérêt à imposer leur volonté à Israël, contrairement à d'autres dossiers. Mais au bout du compte, soyons très clairs. Israël est un régime client et proxy des États-Unis et agira exactement comme on le lui dit. Ce que cela signifie dans la situation actuelle, c'est que lorsque Israël agit d'une certaine manière, c'est parce qu'il a reçu le feu vert de Washington, ou parce que Washington s'en moque. Et lorsque Washington fait savoir clairement qu'il veut qu'Israël change de comportement, soyez assurés que ce comportement changera. Il ne faut pas plus qu'un simple coup de téléphone. Donc à partir de cela, il est très clair qu'au sein de l'administration américaine, ces idées folles comme éliminer le Hamas, etc., restent le consensus. Et c'est pourquoi ils peuvent simplement parler d'aide alimentaire, de plus d'aide alimentaire, et ainsi de suite. C'est ce qu'a dit Marco Rubio, le secrétaire d'État, que votre objectif d'éliminer le Hamas et d'autoriser l'aide alimentaire et médicale ne sont pas incompatibles. On peut toujours autoriser un peu plus de nourriture et tout de même éliminer le Hamas. Ce serait donc la conclusion à tirer de ce que vous avez dit. Eh bien, je pense que les États-Unis reconnaissent que l'armée israélienne est une machine à tuer très efficace. Elle n'a pas d'égal lorsqu'il s'agit de larguer des bombes de 900 kilos sur des tentes, des hôpitaux, des journalistes, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de véritables combats au sol, en particulier en milieu urbain, c'est une force assez médiocre. Donc oui, éradiquer le Hamas, qui au bout du compte n'est vraiment qu'une milice de second ordre dans le grand schéma des choses. Éliminer le Hamas, victoire totale, offensive finale. Tout cela peut faire de beaux slogans, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Et je pense que les Américains reconnaissent qu'Israël est incapable d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Mais ils ne s'y opposent pas, parce que les invasions sont justifiées au nom de cet objectif soi-disant légitime d'éliminer le Hamas. Cela serait donc fortement remis en question dès lors que Washington commencerait à dire que cela ne fonctionne pas, que cela n'a tout simplement aucun sens. Vous avez tout à fait raison. Et nous avons vu, par exemple, pendant les années Biden, qu'Israël a bénéficié d'un soutien inconditionnel, sans aucune restriction. Vous savez, nous avons entendu bien sûr qu'Israël aussi se spécialise, et ses sbires se spécialisent, dans l'attaque de ses amis et alliés les plus proches, en les accusant de trahison. Mais face à cela, nous avons la déclaration, par exemple, de l'ambassadeur israélien récemment parti de Washington, Michael Herzog, qui a dit « Dieu merci, c'était Biden qui était président pendant cette période. » Et nous nous attendions à ce qu'il nous demande d'arrêter à plusieurs reprises, mais il ne l'a jamais fait. Il ne nous a jamais demandé de cesser le feu. Il ne nous a jamais demandé de changer notre comportement. Mais si l'on regarde la situation actuelle, vous savez, il y a eu l'administration Trump, en fait, peu avant son investiture en janvier. Il a suffi d'une seule réunion entre la personne qui est, à toutes fins utiles, le véritable secrétaire d'État Steve Witkoff et Netanyahou à Tel Aviv en janvier pour dire essentiellement « Demain, il y aura un cessez-le-feu. Et demain, vous commencerez à mettre en œuvre l'accord que vous avez maintes fois rejeté lorsqu'il a été proposé par l'administration Biden. Et si vous ne le faites pas, contrairement à Biden, il y aura des conséquences. » 24 heures plus tard, Israël a accepté l'accord et a commencé à le mettre en œuvre. Bien sûr, Israël a ensuite réussi à s'en dégager et Witkoff a donné à Israël le feu vert pour imposer, renouveler son siège et relancer sa campagne militaire génocidaire. Que se passe-t-il en coulisses maintenant? Nous ne le savons pas vraiment. Israël a-t-il effectivement reçu le feu vert pour continuer jusqu'à ce que Washington décide qu'il n'est pas capable de réussir? Ou bien des efforts sérieux sont-ils déployés en coulisses pour élaborer un nouvel accord? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que pendant que ces jeux se jouent ou non, des centaines de vies sont perdues et des milliers d'autres sont en suspens. Je voudrais rapidement aborder deux autres questions. Vous avez mentionné l'importance centrale de l'Europe sur le plan économique pour Israël. Nous constatons une certaine évolution, même si elle est arrivée un peu trop tard, et reste bien plus modérée qu'on aurait pu l'imaginer. Mais en dehors, vous savez, de l'Espagne et de l'Islande, certains des principaux alliés, le Royaume-Uni, la France, se sont désormais exprimés publiquement en déclarant que si cette crise humanitaire se poursuivait, ils prendraient des mesures concrètes contre elle. Il est également question de certains développements au Royaume-Uni, concernant des sanctions très légères sur le commerce, etc. Mais il faut aussi rappeler que Matt Kennard, que nous avons reçu, a récemment rapporté à nouveau que ces avions continuent de se rendre à Gaza. Et nous ne savons pas exactement ce qu'ils transportent, mais ils y vont toujours. Néanmoins, quel est votre sentiment sur ce changement s'il existe en Europe vis-à-vis de ce génocide et de ce nettoyage ethnique en Palestine? Eh bien, il y a eu un changement de ton perceptible et très réel. La question qui reste à trancher est de savoir s'il s'agit d'un prélude à un changement de politique ou bien d'une alternative à un changement de politique. Et je pense que ce que nous avons vu jusqu'à présent ne peut être qualifié que de mascarade, qui ne trompe même pas ceux qui l'ont orchestré. Prenons le cas de la Grande-Bretagne, que vous venez de mentionner. Alors que ces déclarations étaient faites, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, ou plus précisément son ministre des Affaires étrangères, David Lammy, s'est levé au Parlement et a annoncé ce qu'il considérait comme une sanction importante contre Israël,
que la Grande-Bretagne gelait les négociations avec Israël concernant un accord de libre-échange. Il n'a rien dit sur l'arrêt de la fourniture d'armes à Israël. Il n'a rien dit non plus sur la fin des survols de renseignements au-dessus de la bande de Gaza que vous venez de mentionner. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'Israël continuera de recevoir tout ce que la Grande-Bretagne lui a fourni tout au long de cette année et demie de génocide. Mais nous retenons à Israël quelque chose qu'elle ne possède pas, ce qui est totalement absurde si l'on y réfléchit. Cela ne correspond même pas à la définition la plus large d'une sanction. Une sanction consiste à imposer un coût à une autre partie en la privant de quelque chose qu'elle recevrait autrement. Et ici, il se contente de mettre fin à des négociations sur quelque chose qui n'existe pas. Je dirais que l'Union européenne est une mascarade encore plus grande, car l'accord d'association UMR-Israël, entré en vigueur en 2000, oblige Israël dans son article 2 à respecter les droits de l'homme comme condition au maintien de cet accord, qui, plus que toute autre chose, accorde à Israël un accès commercial préférentiel au marché européen. Or, si l'on prend les déclarations européennes au pied de la lettre, cela fait 25 ans qu'ils sont incapables de déterminer si Israël viole ou non les droits des Palestiniens. Ils n'ont apparemment pas encore entendu parler de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 2004, qui déclarait illégales les portions du mur de Cisjordanie pénétrant dans ce territoire, et qui confirmait à nouveau l'illégalité de la politique de colonisation d'Israël, entre autres choses. Apparemment, personne à Bruxelles n'a encore entendu dire que le Premier ministre israélien, ainsi que l'ancien Premier ministre et ministre de la Défense, ont été inculpés par la Cour pénale internationale et sont des fugitifs internationaux recherchés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il semble que personne n'ait encore informé l'Union européenne que la Cour internationale de justice a rendu, en juillet dernier, un avis consultatif, autrement dit, une décision, selon laquelle l'occupation israélienne est par définition illégale. Et apparemment, il n'a pas encore été traduit dans une langue comprise par un responsable de l'Union européenne, que la Cour internationale de justice, en janvier de l'année dernière, a estimé qu'Israël était vraisemblablement accusé du crime de génocide par l'Afrique du Sud, en vertu de la Convention sur le génocide de 1948. Qu'a fait l'Union européenne cette semaine? Puisqu'elle n'a toujours absolument aucune idée de savoir si Israël respecte ou non ses obligations en matière de droits de l'homme, elle a décidé que ce qu'il fallait à ce stade, c'était une révision pour déterminer si Israël viole ou non les droits de l'homme. Et nous savons exactement comment cela va se terminer. Je veux dire, si après 25 ans, vous n'avez toujours aucune idée, ou plus précisément, vous faites semblant de ne pas savoir, et que vous lancez donc cette révision, il est évident que la conclusion sera « business as usual ». Je voudrais enfin vous poser une question sur la façon dont vous interprétez ces manifestations en Israël. Ce qui m'a frappé, c'est le reportage d'Al Jazeera à ce sujet, qui disait que même s'il est vrai que la plupart des gens en Israël ne considèrent pas les Palestiniens comme des personnes, pour eux, ce n'est qu'une menace, et que cela demeure néanmoins dans le contexte de la guerre, Al Jazeera affirme qu'il y a un changement très significatif. Une majorité de la population ne veut plus de la guerre, pour diverses raisons. Certains n'aiment tout simplement pas Netanyahou, d'autres se méfient de lui. En fait, un rapport indique que 100 000 personnes appelées sous les drapeaux ont refusé de participer. Bien sûr, ils ne disent pas nécessairement qu'ils ne veulent pas de cette guerre à cause de la menace d'invitation, mais ils évoquent des raisons médicales, etc.
Il semble donc y avoir une pression venant de la base pour mettre fin à la guerre. Plus précisément, l'offensive du 17 mai semble avoir été très mal perçue par de larges pans de la société israélienne. Ma question est donc la suivante. Comment voyez-vous cela? Et deuxièmement, si Netanyahou devait partir, ce qui n'est pas impossible, étant donné que même au sein de l'élite dirigeante, il existe désormais des divisions importantes, y compris au sein de ces institutions, y aurait-il un changement significatif pour les Palestiniens sur le terrain? Eh bien, écoutez, la société israélienne est devenue une société génocidaire. Je veux dire, il suffit de regarder des sondages très récents menés par des instituts de sondage très réputés en Israël. L'écrasante majorité des Israéliens soutient le nettoyage ethnique de la bande de Gaza, l'expulsion forcée de tous les Palestiniens de la bande de Gaza, et une quasi-majorité soutient littéralement l'extermination de la population, ou du moins d'une grande partie de la population de la bande de Gaza. C'est une société génocidaire, il n'y a pas de si, de mais ou de conditions. Point final. Et les preuves de cela sont accablantes. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement de ses dirigeants les plus extrêmes. La société dans son ensemble s'est enflammée d'une véritable frénésie génocidaire au cours de l'année et demie écoulée. Cela dit, la société israélienne est également profondément divisée et polarisée, mais pas sur des questions liées aux Palestiniens. Les divisions portent sur des questions de gouvernance, sur la nature de l'État et sur la poursuite du leadership de Netanyahou, car il est une figure très polarisante. Face à cela, comme vous l'avez mentionné, d'autres sondages montrent qu'une majorité d'Israéliens soutiendraient la fin de cette guerre. Une partie de la polarisation en Israël concerne la question de savoir si la priorité et l'objectif d'Israël doivent être l'anéantissement de la bande de Gaza et de tous ses habitants, ou si la priorité doit être un accord pour le retour des captifs israéliens de la bande de Gaza. Donc c'est l'un ou l'autre. Et c'est là que la majorité s'est prononcée en faveur de la priorité à accorder à la récupération de ces captifs. Mais ce mouvement existe depuis le début. Oui, il prend de l'ampleur, mais il faut garder à l'esprit que Netanyahou est un démagogue très accompli et compétent, qui a écarté tous ses adversaires au cours de plus d'une décennie, y compris des personnes issues de son propre gouvernement, de son propre parti. Il a littéralement réduit en miettes tous les challengers au sein du système politique israélien ces dernières années. Oui, la pression sur lui augmente, mais je ne vois vraiment pas beaucoup de chances qu'il tombe du pouvoir et soit remplacé de sitôt. Mais peut-être pour répondre à la partie la plus importante de votre question, les alternatives, en essence, ne diffèrent pas beaucoup, du moins sur ces questions clés dont nous avons parlé. Elles peuvent avoir des points de vue très différents sur la gouvernance en Israël, sur le rôle du pouvoir judiciaire israélien et sur des questions de ce type. Mais bien souvent, l'opposition israélienne surpasse Netanyahou dans sa belligérance et son hostilité envers les Palestiniens, les Iraniens ou d'autres, ce qui est prévisible dans une société dont les élites sont saisies par ce que certains qualifient de manie génocidaire, comme on le voit si souvent dans leurs émissions d'information, leurs journaux, etc. Nous allons nous arrêter là, moi. Ce fut une conversation très enrichissante et merci d'avoir clarifié ces évolutions dans la région. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants.
Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.